Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Parmi les faits marquants du jour, la crise actuelle n'épargne pas la Société des Bains de Mer. Le groupe vient d'annoncer un plan de restructuration globale. Comment va-t-il être appliqué? Qui est concerné? Jean-Luc Biamonti, président délégué de la SBM, nous dévoilera tous les détails. L'autre actualité, c'est l'interdiction progressive des animaux sauvages dans les spectacles de cirque en France. La présidente du jury du Festival international du cirque de Monte-Carlo, la princesse Stéphanie, réagira sur notre antenne. Mais avant cela, le département des Alpes-Maritimes est toujours placé en vigilance rouge, pluie, inondation. Un épisode particulièrement intense, accompagné de fortes rafales de vent, en cause la tempête Alex. Patrice Célario, bonsoir. Bonsoir. Quels dispositifs ont été mis en place pour assurer la sécurité des résidents monégasques? Alors ce sont des dispositifs multiples, bien évidemment, par rapport à l'alerte météo qui a été diffusée hier, essentiellement d'ailleurs sur les Alpes-Maritimes. La Principauté est un cas un petit peu particulier, puisque d'abord son territoire est très exigu, seulement 2 km², et nous sommes dans un environnement de collines qui nous rend un petit peu dans une situation particulière. Donc des dispositions ont été prises pour permettre depuis ce matin de suivre la situation météorologique, voir un petit peu comment les pluies pouvaient évoluer, et puis relayer les informations et la connaissance que nous avions, tant de la situation dans les Alpes-Maritimes que des mesures prises par la préfecture pour préserver la sécurité des populations sur le département. Est-ce que la situation que l'on voit évoluer depuis ce matin vous a fait prendre de nouvelles décisions par rapport à celles qui étaient prévues à la base? Oui, alors je vous ai dit, on a activé une cellule de veille dès ce matin pour suivre la situation. Et la suppression de la circulation ferroviaire en fin de matinée, de la circulation des autobus interurbains en début d'après-midi, nous a amené à communiquer auprès des résidents, au travers des réseaux sociaux et de communiquer, pour d'une part leur relayer l'information, mais également pour pouvoir les inciter, s'ils le souhaitaient, à rentrer dans le temps, de manière à pouvoir bénéficier des transports en commun qui étaient encore effectifs. De la même manière, dans les établissements scolaires, vous savez que nous ne les avons pas fermés en principauté. Contrairement aux Alpes-Maritimes. Tout à fait, parce que notre population scolaire est essentiellement une population, plus des 2/3 résidente de la principauté, donc les problèmes de déplacement ne sont bien évidemment pas les mêmes pour cette population scolaire qu'on peut l'avoir sur les Alpes-Maritimes. Nous avons néanmoins invité les parents et les personnels qui demeurent sur les Alpes-Maritimes, s'ils le souhaitaient, de pouvoir partir de manière anticipée par rapport à cette perturbation sur les transports en commun dans les Alpes-Maritimes, puisque ceux-ci sont interrompus depuis le début de l'après-midi. On a pu constater au large ces fortes rafales de vent. Est-ce que ces intempéries ont déjà fait des dégâts depuis ce matin? Alors, aucun dégât humain n'a été, Dieu merci, relevé, donc pas de blessés, ni aucun problème de ce point de vue-là, aucun dégât matériel non plus. Hier, nous avions pris la décision de fermer l'accès au littoral, et ainsi que nous avions demandé aux établissements qui sont installés sur les digues de Fontvieille et la digue du Large de fermer. Et l'accès à ces zones littorales, bien évidemment plus exposées à la houle et au vent du large, ont été interdites au public. Ce qui fait que nous n'avons constaté aucun blessé et aucun dégât matériel sur ces zones. Fort heureusement. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir été avec nous ce soir. Je vous en prie. Sale temps pour la Société des Bains de Mer. Le groupe a annoncé aujourd'hui un plan de restructuration globale. Rejoignons justement le président délégué de la SBM que nous avons rencontré en fin de journée. Bonsoir Jean-Luc Biamonti. Bonsoir. C'est une situation que la Société des Bains de Mer aurait voulu éviter, mais voilà, la crise sanitaire vous oblige à mettre en place un plan de restructuration. Voilà, vous n'avez pas pu l'éviter. Non, parce que malheureusement, on avait fait. La société a des problèmes structurels du point de vue économique. On a des avantages sociaux très importants et les coûts que nous supportons pour le bien de beaucoup de gens et de tous nos employés
sont assez importants. On avait réussi progressivement dans les dernières années à améliorer la situation, puisque il y a 2 ans, on avait réussi à atteindre l'équilibre. L'année dernière, on a commencé à dégager des profits. Et l'année en cours, si elle n'avait pas été affectée par le Covid, on pensait confirmer ce redressement. Malheureusement, le Covid est arrivé en mars. On a fermé en avril-mai. On a rouvert progressivement. Mais même la réouverture progressive ne suffit pas à arriver à des niveaux de rentabilité suffisantes. C'est même pas parler de rentabilité, c'est que les pertes sont importantes. Et donc, on est malheureusement contraint, effectivement, de s'attaquer à un plan de restructuration. C'est une décision qui a été difficile à prendre. Vous n'aviez pas d'autre choix? On a tout regardé. C'est une décision terrible, parce qu'on sait très bien qu'on va affecter un certain nombre de nos employés et de leurs familles. On va tout faire pour que ça se passe dans le meilleur cadre possible. Enfin, ce n'est pas des bonnes nouvelles, hein. Effectivement, d'un point de vue personnel, j'aurais aimé éviter ça. Vous avez rencontré le gouvernement princier et les syndicats pour leur présenter ce plan. Quelles ont été leurs réactions, leurs observations? Ce plan a été discuté avec le gouvernement princier, qui est notre actionnaire majoritaire. On l'a calé ensemble, ça a été discuté, on a beaucoup réfléchi, on a essayé de le rendre le meilleur possible, le moins difficile possible. Ensuite, on a informé le conseil d'administration hier. Hier soir, on a eu une commission plénière d'études au Conseil national. Une commission plénière d'études, c'est devant l'ensemble du Conseil national réuni. Donc le président est là, le gouvernement était présent, le management de la SBM également. Nous avons présenté ce plan aux élus et les syndicats ont été informés aujourd'hui. D'accord. Donc comment va s'articuler ce plan précisément? On parle de licenciement, de départ volontaire. Comment ça va se passer? Il y a trois axes dans ce plan. Premier axe, ce sont effectivement des départs volontaires à la retraite à partir de 57 ans, départs que l'on va essayer de... Des départs anticipés donc. Départs anticipés mais volontaires. Donc c'est les employés qui vont dire « moi ça m'intéresse de prendre ce plan », on va essayer d'aider ce plan pour le rendre le plus attractif possible. Donc premier aspect, les départs volontaires à la retraite. Deuxième aspect, malheureusement, il y aura des départs contraints. Et troisième aspect, nous souhaitons rediscuter un certain nombre, sinon de conventions, en tout cas d'articles de conventions qui ne sont plus applicables dans l'environnement actuel et que nous devons renégocier progressivement. Ces personnes seront accompagnées, celles qui souhaitent partir? Bien sûr, on sait que ce n'est pas facile en ce moment parce qu'on n'est pas les seuls et d'autres, tout le secteur, enfin en particulier, d'abord toute l'industrie en général, mais le secteur du tourisme en particulier est très affecté et beaucoup d'autres sociétés, Disney, United Airlines. Les grands groupes. Et ce n'est pas fini. Les grands groupes dans ce secteur font des plans beaucoup plus importants que le nôtre. J'entends des chiffres de 500 licenciements, 800 licenciements, 1000 licenciements. On n'est pas du tout dans cet ordre de grandeur. Il ne faut pas propager plus d'inquiétude que nécessaire. Est-ce que vous pensez également à fermer des établissements? Il n'en était pas question la semaine dernière lorsque nous avons réalisé votre entretien, mais maintenant? En l'état actuel, le plan que nous proposons et que nous allons discuter avec les syndicats fait l'hypothèse, qui n'est pas sur la table, mais fait l'hypothèse que le CTTR que le gouvernement a mis en place et qui pour le moment se termine fin octobre. Vous avez évoqué 9% lors de votre dernière interview. 9% du personnel de la SBM est actuellement en CTTR. Le 31 août, c'était 9%, mais c'est en train d'augmenter rapidement puisque le business décroît et donc le CTTR Il va avec la crise. Et donc le plan dont on parle fait l'hypothèse qu'on continue le CTTR. Dans cette hypothèse-là, je reviens à votre question sur la fermeture d'établissement, dans cette hypothèse-là, on ne ferme pas d'établissement en tant que tel. En ville, on dit qu'on va vendre l'Ermitage, qu'on va faire des appartements à l'Ermitage. C'est faux. L'Ermitage, pour le moment, reste ouvert. Et une fois de plus, tant que le CTTR est là, on n'a pas de fermeture particulière. En revanche, ce qu'on fait, c'est que le Sun Casino, qui devait fermer de toute façon en septembre 2023, on ne le réouvrira pas. Jean-Luc Biamonti, est-ce que vous pensez qu'à terme, ce plan de restructuration va assurer la pérennité de la SBM? Est-ce que la SBM va pouvoir retrouver toute sa splendeur? D'abord, c'est très important pour nous, c'est relié à votre question précédente. Une des raisons pour laquelle on ne ferme pas d'établissement, c'est qu'on ne veut pas projeter l'image d'un Monaco ville morte. Donc on va faire tout ce qui est possible
pour laisser le plus de choses ouvertes possible. Alors peut-être qu'il y a des restaurants qui fermeront un jour de plus par semaine, mais on ne veut pas donner l'impression d'une ville morte. À la fois temporairement en continuant à attirer des clients, et plus tard en faisant voir à ces clients que même dans les périodes difficiles, on était là pour les accueillir. Donc avant même de parler de l'avenir, on va essayer de maintenir le prestige de la principauté et de la SBM pendant cette période. Et il y a des événements qui sont prévus, notamment on ouvre le vendredi prochain une terrasse fumeur au casino, terrasse fumeur pour les machines à sous, pour les gros joueurs machines à sous. C'est un projet qui devait voir le jour avant l'été. Malheureusement, avec le Covid et les retards dans les travaux, on n'ouvre qu'en octobre. Vous me direz, ouvrir une terrasse en octobre, ce n'est pas idéal, mais enfin maintenant elle est finie, on l'ouvre. Et c'est un événement. Le lendemain, le vendredi soir, on fait un dîner inversé sur la scène du Palais de la salle Garnier. Un dîner inversé, c'est que les clients sont sur la scène et on leur amène la nourriture sur la scène. Le 6 novembre, on a toujours prévu un dîner un peu exceptionnel au casino. C'est pour ça qu'on se bat. C'est pour retrouver de la flexibilité et pouvoir redémarrer quand ça va redémarrer et continuer à porter haut et fort le blason glamour de la principauté et de la SBM. Mais on a vraiment besoin de ça parce que sinon on ne s'en sort pas. Merci beaucoup Jean-Luc Biamonti d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Voilà pour ce point complet sur la situation à la Société des Bains de Mer. Dans le reste de l'actualité en principauté, la Sûreté publique a organisé aujourd'hui 2 réunions de travail dans ses locaux, Frédéric Hélion. Oui, dans le but de donner naissance à 2 nouveaux comités dans le cadre du plan Monaco Safe City. Ces séances étaient présidées par Patrice Cellario, conseiller de gouvernement, ministre de l'Intérieur, assisté de Richard Marangoni, le directeur de la Sûreté publique, en présence des responsables des 2 branches d'activité concernées, les sociétés de sécurité privée monégasques et les hôtels de la Principauté. À l'issue de ces réunions de travail, Patrice Cellario a entériné un partenariat en signant les déclarations mutuelles pour le comité Monaco Société Sécurité Privée ainsi que le comité Monaco Hôtel Sécurité. Le salon Luxpack qui se tient traditionnellement au Grimaldi Forum est lui annulé. C'est chaque année l'un des plus gros rendez-vous du calendrier monégasque en termes de salon d'affaires. Le Luxpack est annulé au regard de l'évolution de la crise sanitaire. La société organisatrice du salon l'a annoncé hier. Les mesures sanitaires internationales se renforçant de jour en jour, il nous est impossible de garantir un salon à la hauteur du niveau d'exigence qu'offre Luxpack Monaco depuis 34 ans. Un coup dur pour le Grimaldi Forum. Son directeur Sylvie Biancheri affirme « Notre rôle est de rester dans une dynamique positive, de trouver d'autres sources de business ». Jean Castellini présidait hier matin une réunion de l'Observatoire du commerce. Une réunion consacrée à la présentation du futur centre commercial de Fontvieille. Il a également été question du complexe rénové du Larvoto et des principales mesures du fonds rouge et blanc mis en place dans le cadre de la relance économique. L'occasion aussi pour les membres de l'Observatoire du commerce d'échanger sur les grands projets structurants qui joueront un rôle essentiel dans l'attractivité de l'offre commerciale de la Principauté. Une information pratique pour finir avec la suppression des trains Tello sur la Côte d'Azur. La société Tello s'apprête en effet à cesser l'activité de ses trains de jour créés en 2014 et constitués de 3 allers-retours quotidiens entre Marseille, Nice et Milan via Monaco. Tello avait obtenu un accord historique avec la région PACA et la SNCF afin de pouvoir prendre en charge les voyageurs qui travaillent à Monaco et Vintimille dans le cadre de leur abonnement de travail. Cet accord très positif pour les usagers s'arrêtera donc prochainement, en même temps que l'activité des trains de jour. Merci Frédéric. C'est l'une des grandes thématiques sociétales actuelles. Les femmes sont-elles suffisamment et justement représentées dans le monde du travail? C'est la question que nous sommes allés vous poser. En plus, je suis assistante maternelle, donc je sais de quoi je parle puisque je garde des enfants dont les mamans trouvent ça très important d'aller travailler et de ne pas élever que des enfants. Il faudrait que la femme donc déjà ait plus de possibilités d'aller travailler, d'être peut-être l'égale de l'homme. Moi j'avais pris justement une voie plutôt masculine et j'ai été barrée dans ma carrière, mais je m'en suis sortie quand même et je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus ouvert qu'avant. C'est pas égal à 100%, mais il y a quand même beaucoup de progrès. Je suis pour que les femmes prennent le pouvoir au niveau politique, parce que là c'est tellement catastrophique, ça ne pourrait être que mieux de toute façon. Et je dis pas du tout ça pour me faire bien voir, je le pense réellement. J'aimerais vraiment qu'il y ait beaucoup plus de pouvoir au niveau politique des femmes.
Et ces différentes réactions nous permettent de vous présenter un nouveau rendez-vous sur Monaco Info. Chaque vendredi, vous allez pouvoir découvrir le portrait d'une femme travaillant au sein de la sûreté publique. Pour ce premier portrait, Sandrine Nègre a rencontré Karine Miquio. Elle est responsable de la section de police scientifique. Son service, la division de police judiciaire. Sa fonction, responsable de la section de police scientifique. Section à laquelle elle est affectée en octobre 2016, après avoir notamment effectué les stages à Écully, près de Lyon, où se trouve le service central de la police technique et scientifique. Depuis cette date, Karine Miquio poursuit plusieurs missions. Elles sont bien évidemment liées à l'actualité, donc ça part très souvent des constatations pour toutes celles d'infractions délictuelles, donc ça peut aller du simple cambriolage, ça peut aller également sur des suicides, ça peut être aussi des problèmes au niveau routier, un accident, donc c'est très, très varié jusqu'au braquage, voilà, où on a la tâche de relever tout ce qui est preuves et indices et on est en fait un support à l'enquête. Le travail de Karine Miquio la conduit donc de son bureau à ce laboratoire, un lieu essentiel. Une fois qu'on a prélevé donc, les collectes sur la scène d'infraction, donc on est amené à traiter toutes les preuves. En fait, tout dépend en fait des supports sur lesquels on est amené à travailler. Donc ça peut partir sur des supports poreux, auquel cas on a la hotte aspirante, où on traite avec la nihydrine, donc tout ce qui est support poreux, de façon à révéler les traces. Et ça apparaît avec une substance un petit peu violette. Après, tout ce qui est support, on va dire non poreux, on a la cuve à cyano, qui est le principe en fait de la colle, où on fait monter le taux d'hygrométrie dans la cuve et on fait apparaître par dépôt de la colle sur les traces et on révèle les traces papillaires qu'on exploite après ensuite avec la loupe et on retravaille en fait les formes. Juste à côté, la signalisation des personnes peut être effectuée, les empreintes peuvent être relevées, l'ADN donc aussi. Les clichés photos sont réalisés ici. Le quotidien de cette femme de 45 ans est ainsi bien rempli. Capitaine de police côté vie professionnelle et mère de famille côté vie privée. On arrive avec la pluie familiale, je ne vous cache pas, puisque en plus mon conjoint moi également à la police. Donc c'est vrai que c'est une réflexion un petit peu, on va dire, familiale. Donc on a l'appui, de la chance d'avoir l'appui de la famille pour gérer. Après, c'est sûr qu'on a aussi entre collègues, on s'aide, ce qui est logique, parce que je ne suis pas la seule maman dans l'unité. Et il faut dire que Karine Miquio était aussi, dès son plus jeune âge, attirée tout particulièrement par la police scientifique. Challenge donc relevé. La ministre française de la Transition écologique a annoncé cette semaine la fin progressive des animaux sauvages dans les cirques itinérants. Barbara Pompili estime notamment que leur captivité se fait au détriment de leur bien-être. Avant de retrouver la princesse Stéphanie qui défend cette tradition circassienne ancestrale, nous sommes allés vous demander ce que vous pensiez de cette prise de position française et si vous étiez donc favorable ou non à la présence d'animaux dans le cirque. Voici vos réponses au micro de Vanessa Dessy. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Même mes enfants, maintenant ils sont grands, mais je n'ai jamais porté dans un cirque au zoo parce que je suis vraiment contre ça. Ouais, je suis végane, végétarien. Bon, ils sont contre leur gré, enfermés. Non, c'est quelque chose qui n'est pas bien, quoi. Pour moi, les animaux, c'est en liberté, ça n'a rien à faire. Même si je sais qu'aujourd'hui, ils sont bien traités ou tout ça, mais non, c'est pas possible. Enfin, pour moi, voilà. Non, je suis contre à 100%. Il y en a qui aimeraient rentrer chez eux en liberté. Vous l'avez entendu, l'opinion publique est sensible à cette cause. La princesse Stéphanie, présidente du Festival international du cirque, défend depuis toujours la présence des animaux dans le cirque. Elle est notre invitée aujourd'hui, elle est interviewée par Patricia Navarro. Altesse, bonsoir. Bonsoir. Vous comprenez la position française par la voix de Barbara Pompili? Pas trop. Déjà, j'ai un souci de comprendre pourquoi c'est le ministre de la Transition écologique qui s'occupe des affaires du cirque. Étant donné que, par exemple, quelqu'un qui travaille avec des animaux au cirque peut bénéficier des congés spectacles, donc c'est un spectacle vivant. Donc on devrait dépendre du ministère de la Culture. Je ne comprends pas en quoi les animaux au cirque sont une
une chose importante pour la transition écologique en France. Je ne pense pas que les animaux au cirque soient des gros pollueurs et je suis fermement convaincue qu'elle n'est pas allée dans un cirque avec des gens qui travaillent avec les animaux pour comprendre leur quotidien et avec tout l'amour qu'ils ont pour leurs animaux. Donc quand on prend une décision comme ça, je pense que c'est important de voir les deux côtés de la chose avec objectivité et ne pas toujours écouter une version des faits qui est donnée par les animalistes qui, eux, par contre, ne sont jamais allés au cirque et n'ont aucune idée de quoi ils parlent. Ce qui choque aujourd'hui, ce sont les cages, c'est les animaux dans les cages. Et aussi, alors, il y a des oiseaux dans des cages, sur des balcons aussi. Dans les parcs, dans les zoos, les animaux sont en cage aussi. Il faut prendre les choses cas par cas. Et moi, je serai la première aussi avec la Fédération mondiale du cirque. On condamne les cirques qui n'ont pas des installations adaptées pour les animaux, qu'on peut considérer comme de la maltraitance, mais des animaux qui n'ont connu que la captivité et que ces personnes-là, on ne peut pas. Et est-ce que ces gens-là proposent une solution pour l'après ? Voilà, c'est ça. Parce que le souci, c'est que fait-on de ces animaux dès lors qu'ils n'ont plus le droit, ou en tout cas la possibilité de se produire sous un cirque ? Oui, il n'y a pas de solution concrète. Oui, on va faire des sanctuaires, mais des sanctuaires avec des gens qui sont incompétents pour s'en occuper, puisque les animaux qui seront dans ces sanctuaires n'ont connu qu'une seule personne, ces familles qui, depuis 7-8 générations, sont avec leurs animaux, vivent avec leurs animaux. C'est comme si vous alliez dans un immeuble arracher son chien à une mamie qui l'a élevé et c'est son seul repère. C'est assommer toute une industrie, notre culture, nos traditions. Les cirques aujourd'hui, avec l'épidémie du Covid, ont déjà un genou à terre et c'est taper et c'est frapper quelqu'un qui est déjà à terre. Je crois qu'il vaut mieux s'occuper des humains et de ce qui se passe devant nous et d'aider les gens qui ont tout perdu pendant cette pandémie. Et pas de mettre encore plus sur la paille les gens de cirque. Vous avez toujours défendu la présence des animaux sous les chapiteaux en expliquant qu'ils sont, selon vous, des artistes à part entière. Ils sont des artistes à part entière et ils sont élevés avec de l'amour, de la compréhension et de l'attention. Je veux dire, les gens qui sont avec leurs animaux, ils ne prennent pas de vacances et c'est du 24 heures sur 24. Le cirque a évolué et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est plus le cirque d'il y a 50 ans où peut-être qu'il y a eu des abus, des techniques de dressage, d'éducation qui n'étaient pas les bonnes. Mais le cirque d'aujourd'hui a pris conscience qu'il fallait qu'il change. Je suis la première dans n'importe quelle condition et mon aventure avec Baby Népal en est la preuve d'aller au secours et de condamner les maltraitances sur les animaux. Vous avez le sentiment qu'il y a deux poids, deux mesures. Aujourd'hui, le cirque est stigmatisé, alors que d'autres grandes compétitions ou événements mettant en scène des animaux, avec parfois même une issue fatale pour l'animal, perdurent. Ben oui, parce que je pense, vous ne l'avez pas cité, vous citez la corrida. La corrida est considérée comme de la culture. Et je ne comprends pas pourquoi le cirque traditionnel n'est pas considéré comme de la culture. On parle d'art du cirque. Le cirque a plus de 250 ans. Alors vous avez notamment comparé cette prise de position anti-animaux dans le cirque avec la tendance végane. Vous pensez aujourd'hui qu'il s'agit peut-être aussi d'un effet de mode ? Je suis fermement convaincue que c'est un effet de mode. Et c'est ça qui m'alarme parce que toutes les modes passent, mais le mal sera fait quoi, pour les cirques. Il y a des cirques qui ne se remettront pas de ça. Le cirque sans animaux a fait en 2017-2018 1 million d'entrées. Le cirque avec animaux, 14 millions. Donc il y a quand même une majorité de personnes qui veulent voir du cirque traditionnel avec animaux. Mais c'est comme toujours, on n'écoute qu'une partie des personnes. Ces gens-là se disent non violents, ils ne veulent pas de violence contre les animaux, mais ils sont violents avec des êtres humains. Quand on voit qu'ils saccagent des boucheries, qu'ils tabassent des bouchers, je veux dire, on vit dans des démocraties, chacun a le droit de penser ce qu'il veut, d'aller voir les spectacles qu'il a envie et de mettre ce qu'il veut dans son assiette. Mais c'est dommage parce que dans le monde d'aujourd'hui, on a besoin de s'émerveiller, on a besoin de s'évader, on a besoin du cirque. On a besoin de nos traditions, de nos racines. Nos parents, nos grands-parents nous ont amenés au cirque. Et il faut qu'on puisse continuer, nous, à emmener nos petits-enfants et d'autres générations encore au cirque, et le cirque traditionnel. En conclusion, Altesse, le cirque sans animaux, en tout cas, ce n'est pas envisageable de votre point de vue.
Non, ce n'est plus du cirque. Ensuite, je ne sais pas où s'arrête la notion d'animaux sauvages. C'est ça qui m'inquiète. Est-ce qu'on considère des chiens comme des animaux sauvages, des chevaux? Il y a de la maltraitance animale dans beaucoup d'autres domaines. On se focalise sur le cirque, mais c'est faux. Il y a de la maltraitance quotidienne dans des appartements avec des chiens. Il y a de la maltraitance animale quand on force les animaux à faire des choses qu'ils n'ont pas forcément envie, comme les chevaux de course, même dans des centres hippiques, des chevaux qui ne sortent jamais. Enfin, le débat est long, la liste est longue. Donc si on veut s'occuper du bien-être animal, ben, il faut tout faire. Moi, j'ai toujours pas entendu de solution concrète pour qu'est-ce qu'on va faire de ces animaux, on va les euthanasier. Parce qu'il y a certains animalistes qui disent qu'ils sont mieux morts qu'au cirque. Je ne pense pas qu'on aime les animaux si on dit ça. Le message est passé. Altesse, merci pour ce témoignage. Merci à vous. Merci beaucoup. On passe au sport et au basket. Après une entrée en matière réussie en Eurocup, la Roca Team retrouve le championnat ce week-end, Frédéric. Avec la réception de Roanne samedi à la salle Gaston Médecin, attention, horaire inhabituel, Émilie, pour ce match, avec un coup d'envoi à 19h25. Les joueurs de Zvezdan Mitrovic ont pu faire le plein de confiance après leur très belle victoire en Andorre mercredi. Ils espèrent désormais lancer leur saison en Jeep Elite avec un succès face à la chorale de Roanne qui reste sur une défaite 80-63 à Bourg-en-Bresse. C'est un gros match, il ne faut pas sous-estimer en Jeep Elite. Toutes les équipes elles sont capables de battre tout le monde à n'importe quel moment de l'année. Donc nous qui sommes dans les deux tableaux, il faut être concentrés le mercredi et le week-end. Donc demain, Roanne, c'est une grosse équipe. On les prend avec beaucoup de respect et on va jouer notre meilleur match, on espère en tout cas. On veut gagner déjà. Premièrement, on veut gagner. C'est un deuxième match à domicile qu'on a la chance de jouer. On n'a pas encore gagné de match en Jeep Elite cette année, donc on veut bien commencer. On veut essayer de faire un match correct, respectueux, respecter l'adversaire et jouer avec nos forces et surtout mettre de l'intensité dès le début. Et je vous rappelle qu'une jauge de 1000 spectateurs a été fixée pour cette rencontre à la salle Gaston Médecin. À Modard, le NMNM est à la recherche de la plus grande femme de Monaco. Dans le cadre de l'exposition La Sirène de 165 mètres et autres histoires, qui sera présentée à la Villa Paloma à partir du 21 novembre, le nouveau musée national de Monaco et l'artiste Shimabuku recherchent en effet la femme la plus grande de Monaco afin de réaliser une empreinte sur papier photosensible. Alors si vous mesurez plus d'1,85 m et que vous souhaitez participer à ce projet artistique, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse contact@nmnm.mc en indiquant votre taille. Vous avez jusqu'au 15 octobre pour le faire. Et nous parlions des conditions météo en début de journal avec le ministre de l'Intérieur, Patrice Célario. Est-ce qu'une amélioration est prévue pour la journée de samedi, Frédéric ? Oui, clairement, Émilie, une vraie accalmie est attendue pour samedi. Le ciel devrait se dégager progressivement dès le début de la matinée pour une après-midi ensoleillée avec quelques nuages. Il fera 12 degrés le matin et 18 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 7h29 pour se coucher à 19h08. Samedi 3 octobre, nous fêterons les Gérards. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Même si le retour du beau temps est annoncé pour demain, restez prudents et vigilants ce soir dans vos déplacements en raison des intempéries qui frappent le département des Alpes-Maritimes. On se quitte justement avec les photos de Stéphane Dana. À demain, samedi, pour un nouveau JT sur Monaco Info.